Bien, merci. On va essayer de faire en sorte que personne ne s'endorme, exactement comme les précédentes tables rondes. J'ai jamais vu l'amphi autant rempli avec aussi peu d'élèves. Tout le monde s'est tiré comme des lapins là à la pause. Donc voilà, là, on va être sur cette table ronde sur la question de la critique d'art et l'écriture sur l'art à Lyon et dans la région. Donc, ce qu'on va faire d'abord, c'est que je vais laisser mes trois intervenantes se présenter, et après, je vais mettre ma casquette d'historienne de l'art ennuyeuse et je vais faire un exposé docte sur les revues d'art à Lyon, en restant bien dans le micro pour Monsieur en bleu ciel. J'ai compris que c'était très important, mais je vais essayer de crier. Il est pas facile, voilà. Et puis après, je pourrais lancer la discussion avec nos trois intervenantes. Voilà. Donc je laisse peut-être Anne-Caroline Jambaud d'abord se présenter. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je suis Anne-Caroline Jambaud. J'interviens aujourd'hui au titre d'ancienne rédactrice en chef culture du journal Lyon Capitale, donc qui a été créé en 1994, et moi j'en suis partie en 2008. Alors j'ai pas toujours écrit vraiment en termes de critique sur l'art contemporain. Je l'ai fait parfois pour quelques coups de cœur. Je me souviens de Philippe Favier ou Kader Attia, par exemple au MAC. J'intervenais plutôt sur les politiques culturelles. J'ai toujours considéré que la culture était un sujet éminemment politique. Je partageais d'ailleurs le même bureau que le journaliste politique de Lyon Capitale, qui était aussi critique d'art, Philippe Chalot. Et donc moi, ce qui m'intéressait, c'était d'accorder de la place à la culture dans un journal généraliste, voilà, un journal local, qui aborde plein de sujets, la politique, le social, mille choses, et évidemment la culture, qui à Lyon me semblait être un sujet assez déterminant. On s'est créé à un moment où il y avait un foisonnement qui est d'ailleurs monté en puissance. 94, c'est avant toute une vague de création de lieux, les galeries de la rue Burdeau pour certaines d'entre elles. Je pense à la salle de bain, le rectangle, enfin plein de choses, les biennales. Et donc notre journal a accordé de plus en plus de place à la culture à mesure que des initiatives foisonnaient dans la ville. Et j'ai toujours trouvé ça intéressant qu'on puisse sensibiliser à l'art des lecteurs, voilà, qui ne sont pas forcément très connaisseurs. Même si je trouve qu'en termes de critique, ce qui se passe dans les revues spécialisées ou les fanzines est autrement plus intéressant. Voilà, on a davantage la possibilité de rentrer en profondeur dans les sujets. Voilà, je voulais juste terminer pour dire que si j'écrivais rarement sur l'art contemporain, il y avait des journalistes spécialisés à Lyon Capitale, et je voudrais absolument rendre hommage à deux d'entre eux qui malheureusement ne sont plus avec nous. C'est Oviette Bettemont, donc j'aurai l'occasion de reparler d'Oviette parce qu'elle a beaucoup compté, je pense, pour l'art contemporain dans la ville, en écrivant, mais aussi en défendant des artistes, en participant à des jurys, en assurant des commissariats d'exposition. Voilà, elle était d'une curiosité et d'une sensibilité extrêmement vive. Elle est décédée malheureusement cet automne, à l'âge de 69 ans. Et puis Pierre Tillet, qui malheureusement aussi nous a quittés l'année dernière, ou 18 mois, qui a aussi beaucoup écrit sur l'art contemporain. Je laisse la parole à Guilherme Pertuis. Bien, bonjour à tous. Donc, je suis Guilherme Pertuis, plutôt formé à l'histoire de l'art et à la littérature à l'Université Lyon 2. J'ai ensuite travaillé beaucoup dans les institutions du côté de Genève pour monter des projets d'expo, où j'ai d'ailleurs été pas mal intéressé par des revues, des journaux qui paraissaient plutôt dans la première partie du XXe siècle et qui m'ont un peu initié à la question des revues, savoir ce que c'était de réunir des contributions, de les faire se frotter, frictionner, et ce que ça représentait de publier plusieurs plumes dans un même média. Et c'est ce qui m'a donné envie un peu plus tard de monter d'abord une revue semestrielle qui s'appelait Hippocampe, et puis ensuite un peu plus tard un journal critique qui paraissait lui d'abord
chaque mois, puis tous les 2 mois, et qui lui était plus ancré vraiment sur l'actualité, alors que la revue prenait plus de distance, était plus sur le temps long. Et puis ensuite, on a publié des livres, mais ça c'est peut-être un peu en dehors de notre sujet. La critique était quand même plutôt dans la revue et le journal. Et il se trouve que depuis 2019, je suis également libraire, et j'ai repris la librairie ex-Descours, qui est devenue l'Œil Cacodilat en 2023, où là maintenant je suis complètement libre de mes faits et gestes, et on organise beaucoup de rencontres. On a vraiment envie que cette librairie soit aussi un lieu culturel, pas simplement un lieu de vente, même si c'est important de faire vivre et de pouvoir continuer. Mais c'est vraiment, on se pense vraiment comme un acteur culturel au quotidien. Et donc ça rejoint aussi la question de la critique d'art, parce que je pourrais peut-être m'exprimer de temps en temps à la fois comme éditeur et puis auteur de critiques, mais aussi comme défenseur en librairie de textes critiques, ou parfois de revues, alors soit généralistes, soit plus spécialisées. Voilà, je vais pas être plus long. Alors moi je suis Florence Messonnier, on entend bien? Bon. Plus près. Je suis Florence Messonnier, donc moi j'ai plusieurs casquettes. Donc juste pour revenir un peu, on est revenu sur nos parcours. Moi j'ai un parcours plutôt art plastique, sciences de l'art, sociologie, développement de projet, qui m'a amené à avoir une activité professionnelle axée sur l'accompagnement des artistes, des publics. Et dans ce cadre-là, évidemment, le travail de recherche et d'écriture est intervenu assez fortement dans ma vie. Et 04 a occupé, cette revue a occupé 3 ans, en partie occupé mon temps. Voilà. Aujourd'hui, je suis coordinatrice de l'espace d'art contemporain à la BF15. Et je suis aussi enseignante à Lyon 2. J'interviens où je poursuis un doctorat en anthropologie qui, de façon transversale, pose des questions autour de la pratique artistique, l'accompagnement des publics, la situation professionnelle de l'art, axée par le prisme de la question du vivre et du vivant. Voilà, pour résumer. Là, c'est la partie exposé doct. On est parti. Voilà, donc en fait, donc c'est une table ronde, vous avez dû remarquer, qui est un peu plus réduite que les autres tables rondes. Et en l'occurrence, ce que j'ai décidé de faire, c'était un peu de présenter à nouveau quelques revues qui ont pu faire, on va dire, date dans la scène artistique dans la région Aura, et en particulier à Lyon. Donc de refaire un peu une chronologie de différents moments importants pour cette écriture sur l'art à partir essentiellement de périodiques. Et c'est vrai que je ne pouvais pas être présente ce matin, donc j'espère ne pas faire trop de redites par rapport à ce qui a été dit ce matin sur l'ACAL, donc l'association des critiques d'art lyonnais. Je vais juste revenir rapidement. Donc l'ACAL s'est transformé en ACARA, Association des critiques d'art Rhône-Alpes. Derrière tous ces très jolis acronymes se cachent quelques personnes. Alors c'est vrai que, faisant moi partie de l'AICA, l'Association internationale des critiques d'art, je suis allée à l'AICA pour demander si on connaissait l'ACAL ou l'ACARA. Et personne de l'AICA, ni des ACA, les archives de la critique d'art, ne connaissaient l'existence de l'ACAL et de l'ACARA. Donc j'ai eu tout un... Voilà, ça commence à être vraiment très très compliqué. Mais voilà, je n'ai pas moi de documents particulièrement à vous présenter là-dessus, mais l'histoire commence un petit peu avant l'ouverture de l'ELAC. Excusez-moi là pour tous ces acronymes, mais après c'est presque fini. Donc l'association des critiques d'art lyonnais, ça démarre en 73. Donc c'est 3 ans avant les débuts de l'ELAC, et c'est fondé par André Mur et puis animé en partie par René de Roudille, André Mur et Jean-Jacques Lérand. Donc les 3 ont des activités assez différentes, parce que par exemple René de Roudille est pharmacien, André Mur est plutôt journaliste, et Jean-Jacques Lérand également journaliste, mais les 3 revendiquent une activité de critique d'art sur des supports différents. Alors ça peut être les catalogues d'exposition ou la presse, notamment Le Progrès pour Jean-Jacques Lérand. Et alors je vous mets juste une petite diapositive, voilà, avec l'hommage à René de Roudille à la fin des années 90.
la motivation en fait de ces trois d'importants personnages pour l'écriture sur l'art à cette époque-là est motivée par quatre engagements en fait qu'on pourrait résumer de la manière suivante. D'abord une lutte assez farouche contre des formes de conservatisme lyonnais. Les trois déplorent le manque d'ouverture générale de la ville à l'avant-garde, l'hostilité à l'égard de l'art moderne. Donc ça serait un peu le premier point. Le deuxième point qui va de pair, c'est l'offensive en faveur du développement de l'art contemporain à Lyon, qui passe souvent par une critique, j'allais dire, constante des politiques publiques lyonnaises au début des années 70. Après, ça va mieux, évidemment. Après l'ouverture de l'ELAC, la CAL, puis la CARA, si vous avez bien suivi, se calme un petit peu. Mais en tout cas, voilà, une offensive qui passe par de nombreux articles de presse, notamment par les rangs dans le Progrès. Le troisième point qui me paraît important de ce que j'ai pu lire, c'est la critique. Là, c'est pareil, également récurrente et importante du parisianisme, et c'est-à-dire à chaque fois en fait une reprise en main du discours général sur l'art de leur époque par un biais, on va dire, décentralisé. C'est-à-dire que, par exemple, Mur de Roudy et Léran s'intéressent beaucoup à l'exposition 72-72 à Paris, en déplorant le fait que ce soit une exposition où il n'y ait pas d'artistes provinciaux. C'est-à-dire que la plupart des artistes sont parisiens, et les seuls artistes qui ne sont pas parisiens, souvent ça va être Nice, par exemple. Donc des scènes comme ça qui sont très concentrées, très voilà. Et donc, dans cette critique du parisianisme, il y a aussi la lutte pour la décentralisation, bien que le terme, soit compliqué, parce qu'on pourrait parler aussi de contre-centralité, ce que tu disais quand on préparait un peu la table ronde. Et enfin, le quatrième point, qui n'est pas le moindre, c'est la défense des artistes lyonnais, et donc un rôle d'accompagnement d'artistes de la scène spécifiquement lyonnaise. Ces 4 points sont vraiment très importants pour comprendre l'action de la CAL puis de la CARA, sachant que il me semble que la plupart des critiques d'art par la suite présents à Lyon ont récupéré certains des points, mais jamais les 4 en même temps. C'est-à-dire, par exemple, la défense des artistes lyonnais ne s'est pas forcément accompagnée d'une critique des politiques publiques par la suite, etc. Donc, autre point important par rapport à ce que disait Anne-Caroline tout à l'heure, c'est que ces critiques d'art, ces 3 critiques d'art là dont je parle, se sont plutôt, ont plutôt développé leur pensée critique dans des revues de très grand tirage et des revues locales. Donc avec l'idée d'une critique d'art pour tout le monde, accessible à toutes et à tous, et pas uniquement dans des revues spécialisées. Alors que c'est vrai que moi là, après, je vais parler plutôt de revues plus spécialisées, parfois même d'ailleurs relativement confidentielles. Et chose qui m'a aussi beaucoup surprise dans mes recherches, c'est ce combat pour la décentralisation et contre le parisianisme est absolument passionnant parce qu'il est présent dans presque tous les textes importants de ces trois critiques d'art. Je n'imaginais pas à quel point c'était très important en fait de pouvoir revendiquer l'existence de cette scène avec parfois des mots qui peuvent nous sembler un peu décalés par rapport à aujourd'hui. Alors, vous voyez par exemple, je lisais un texte de la conservatrice Madeleine Rocher-Jonneau à l'exposition Artistes lyonnais contemporains au musée de Brou en 1978. Et dans le début même de son texte, elle dit, longtemps considérée à tort comme un lieu d'exil, terne, sans voix, la province a souvent été un foyer culturel vivace en dépit de multiples entraves. Ignorance, isolement, mépris. Et parmi les villes de province, Lyon a une place de choix, etc. Maintenant est le moment venu le temps, de faire le point et d'amorcer l'histoire. Et ça, c'est des références qu'on retrouve constamment, et c'est très présent aussi dans les textes de Roudy, quand il y a le grand festival de performance à partir de 79, dont on a parlé, je pense on reparlera. De Roudy explique dans son introduction, je voudrais au préalable préciser, pour tous ceux qui sont étrangers à la métropole lyonnaise, combien il est difficile dans un pays centralisé de réaliser hors Paris des manifestations artistiques. Pour une fois, la décentralisation ne s'opère pas à partir de Paris,
mais directement avec les forces vives en province. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire cette sensation parfois que tout ce qui pouvait advenir à Lyon était en fait une sorte d'exil parisien pour pouvoir créer quelque chose sur place, alors même qu'il y avait évidemment sur place des personnes qui pouvaient créer à partir même de Lyon. Bon, voilà. Cela étant dit, les revues dont je vais vous parler sont un peu plus tardives que ces premiers textes de grande importance du début des années 70, puisque voilà, alors j'espère peut-être ça parlera à certaines personnes, et j'espère que vous aurez quand même des découvertes dans les revues. Je voulais intégrer des revues dans lesquelles l'art et la critique et l'écriture sur l'art avaient pu avoir de la place. Et une des premières dont je souhaitais parler, c'était les cahiers de leçons de choses, donc qui ont été pensés par Patrick Borard-Valdois, qui est ancien enseignant ici, et Catherine Lotte, qui est une revue d'art, de poésie et de littérature et de musique aussi contemporaine, qui a opéré au début des années 80 avec un graphisme particulièrement singulier, imprimé sur des cahiers, des colliers avec des lignes comme ça. Donc là, voilà, on vous a mis une petite diapositive, Lyon, ville capitale, rayée. Donc ça, c'était très bien, nous ne nous tairons pas. Au moment où Patrick Borard-Valdois et Catherine Lotte lancent les cahiers de leçons de choses, à Lyon, il y a toute une effervescence de critiques d'art, avec des personnes comme Nelly Gabriel, dont on a déjà parlé tout à l'heure, Oviette Bétemont aussi, qui a écrit notamment pour Libellion, Marie-Christine Vernet, qui était critique de danse, mais qui a écrit sur les arts plastiques, et évidemment Jean-Jacques Lérand, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui à ce moment-là commence à écrire notamment pour Le Monde, et à pouvoir avoir des papiers sur Lyon dans Le Monde, ce qui est considéré comme vraiment très important à un moment où Le Monde publie essentiellement des articles sur les galeries parisiennes, quoi. Alors, à la suite du cahier de leçons de choses, donc qui est une publication très relativement confidentielle, très très délicate, très belle, on a évidemment Lyon Capitale, dont Anne-Caroline va quoi. À chaque fois que je vois le premier numéro de Lyon Capitale, je me dis, on était capable de mettre MC Solar et le PS Bois du Noir sur la même une. Oh. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Dur. Ça, c'est... oui. Ouais. Et on va vite passer... Ah, regardez. Un article de Anne-Caroline Jambeau. Bon, en tout cas, voilà. En 94, voilà, donc c'est la naissance de Lyon Capitale avec Philippe Chalot pour la rubrique art, et très rapidement, c'est ce que vous disiez, un supplément très important pour la culture et le désir notamment de couvrir toutes les manifestations culturelles de Lyon. Alors ensuite, voilà, peut-être vous en reparlerez tout à l'heure lors de la table ronde sur les galeries, mais la revue de la galerie Lolave, Préoccupation, qui n'est pas à proprement parler une revue de critique d'art, mais on voulait évidemment pouvoir la citer, parce que un des buts de la revue Préoccupation était justement de faire parler directement les artistes, donc de pouvoir leur laisser la parole avec des pages qui pouvaient être occupées par des images, par des textes critiques, par des entretiens, et donc dans ces numéros, voilà, là vous avez le numéro Fred Forest, mais il y a aussi Guillaumont, Buraglio, etc. Peu de temps après, aussi dans les années 90, parce que, alors, oui, chose dite à part, je ne suis pas lyonnaise, et il est vrai que j'ai toujours été fascinée par le fait que les gens m'ont dit, mais tu vas voir, à Lyon, il se passe rien, il y a rien. Donc moi, j'ai trouvé beaucoup de choses, donc je voulais préciser que ça m'a toujours fasciné, cette capacité d'autodénigrement qu'on trouve déjà dans les textes de Léran et compagnie, et donc voilà, c'était aussi pour dire, non, il s'est passé énormément de choses. En 96, la revue 491, dirigée par Bruno Aupin, qui a ce désir en fait de pouvoir couvrir l'actualité proprement culturelle de Lyon et de manière générale autour de la région Aura. Et le premier édito dit pour Fendeur et jansénistes, nous allons sur d'autres chemins que le vôtre. Voilà, faire la part belle aux individus qui se bougent dans le ventre de notre région. C'était un mensuel, voilà, avec sur la musique, les arts, les livres, les spectacles, et mettant en avant des artistes lyonnais, mais aussi juste des artistes liés à la région, comme Orlan, Guillaumont, et Éric Dittmann, qui a fait cette grande exposition, etc.
quelques années plus tard, c'est les débuts de sa presse, donc la revue de Hurdla qui débute en 2001, si je ne me trompe pas. Donc d'abord Max Reindorf, puis Cyril Noirjean qui s'arrête en 2018. Où là, pour le coup, on est sur une revue de la même manière hybride. Apparemment, on aime bien ça à Lyon. Donc c'est art, littérature, republication de textes anciens, etc. J'essaye d'avancer parce que... Et en plus, mon minuteur s'est complètement arrêté. Je sais pas du tout depuis combien de temps je parle. Ah non, ça va. Ouf, c'est bon. Moi, je parle depuis trop longtemps. En 2007, la revue 04, donc qui est fondée par Patrice Joly, qui est une sorte d'émanation de la revue 02, donc pour Nord-Ouest de la France, pour elle est Sud-Est. associée à Patrice Joly. Oui, associée, pardon. Donc qui est ponctionnée à Patrice Joly. Non, elle est adossée à 02. Alors la revue 04, qui a été importante. Un peu de ventilation. Je sais. Je te donne un verre. Ah, je veux bien. Vas-y, continue. Je ne savais point. Cette épreuve. Vraiment, mais bon, c'est pas... non, mais pas de problème pour... Continue. Bon, on a bref. rajusté. C'était juste un tunnel en réalité, vous savez. Donc, ce qui moi m'avait intéressé dans la revue 04, c'est que là, pour le coup, on a une revue qui cherche très spécifiquement à mettre en avant des auteurs, des autrices, des artistes et des initiatives locales, sans être une revue locale, contrairement à ce qui a pu se faire beaucoup à Lyon auparavant, parce que j'ai pas parlé de revues antérieures, mais dans les années 50, il y a un certain nombre de revues qui se créent, mais vraiment spécifiquement sur la création lyonnaise, avec des artistes lyonnais. C'est pas du tout le cas de 04, c'est plutôt vraiment un désir de mettre en avant des initiatives en région Aura sans que les artistes soient eux-mêmes des locaux. Et donc ça se voit aussi dans les personnes qui écrivent dans 04. Il y a beaucoup de personnes, par exemple, qui sont associées aux écoles en fait de la région Aura, Saint-Étienne, Lyon, etc. Et voilà, donc c'est une revue dont on parlera davantage précisément. Dans quelques instants, n'est-ce pas? Donc encore la revue 04. À partir de 2011, non de 2007. Pourquoi j'ai marqué 2007? Allez, 2009. Allez, on fait la coupe à poire en Dieu, mais c'est bien. La revue Hippocampe, donc qui est aussi une revue hybride, art visuel, philosophie, littérature, mais on pouvait rajouter aussi musique, bande dessinée, enfin voilà, art au sens très large. Fondé là pour le coup par Guillaume Pertuis seul, et le journal critique Hippocampe, donc là qui apparaît un petit peu plus tard en 2012, donc qui est peut-être une forme que vous avez connue, qui était qui était diffusée de manière assez dense à Lyon, également art visuel, philosophie, littérature, et j'ai bientôt fini, je vous rassure. Dans les mêmes années, donc c'est à peu près en même temps qu'Hippocampe, la revue Spécimen, donc une revue, une émanation, je vais arrêter de donner des noms, de l'ENS Lyon, qui a duré jusqu'en 2016, avec là pour le coup plutôt des essais, de la poésie, des textes critiques. Et je vous lis un bout de l'édito qui me paraissait important. Donc, Spécimen est une revue d'art lyonnaise, née sur les terres de l'école normale supérieure, pas d'écrit universitaire, pas de journalisme. Par les multiples médiums interrogés et la diversité des angles d'attaque, la revue ne se donne qu'une contrainte, évoquer et rafraîchir ce qui dans l'art nous meut. Voilà. Et donc là, on va avoir énormément de personnes formées à l'ENS Lyon qui vont écrire à l'intérieur. L'année suivante, la revue initiale, émanation de l'école des Beaux-Arts, où là, pour le coup, la revue part vraiment de l'école et du désir des enseignants, des enseignantes, des élèves, des artistes. Et quand on regarde en fait les ours, c'est vraiment l'histoire de l'école qui s'écrit à partir de la revue, à partir du désir, voilà, de designers, d'artistes, d'élèves. Voilà, je vous en montre juste quelques-uns. Et enfin, dernier
née, je suppose, des revues, mais je veux bien être contredite, la revue Ouroboros, donc qui naît en 2020 sur un pseudonyme de Nguyen Schoendorf, donc qui est aussi une revue très multiple avec de la poésie, de la prose, littérature, philo, art, cinéma, théâtre, psychanalyse, etc. Je m'arrête là. Je vais lancer, c'est pas mal. Voilà, pouvoir boire. Et j'oublie pas aussi évidemment Françoise Leonardoni qui est dans la salle, qui fait partie aussi des critiques d'art lyonnais, parce que j'avoue que j'ai cherché à Laïka, voilà, qui étaient les critiques d'art lyonnais. Évidemment, nous avons aussi voilà des personnes qui rendent compte de la scène artistique en aura dans la revue Art Press, voilà, comme Françoise, comme Leïla Simon et différentes personnes dans la région. Donc là, moi, peut-être la première question que je voulais lancer, parce que comme ça, je vais pouvoir boire mon verre d'eau, c'était peut-être un peu vous interroger sur votre lien à l'écriture sur l'art. C'est-à-dire comment vous percevez votre écriture ou l'écriture sur l'art de manière générale. Est-ce que c'est voilà journalistique, poétique, critique, plastique, etc. Je veux bien commencer parce que j'ai beaucoup aimé ta présentation de Jean-Jacques Léran, notamment, enfin de cette vague, de cette première vague de critiques. Parce que il se trouve que moi j'ai ressenti un peu les mêmes choses à l'endroit de Lyon Capitale, puisque comme alors déjà il faut savoir que Jean-Jacques Léran était un homme absolument délicieux, charmant, qui prenait beaucoup soin de ses consoeurs, confrères. Donc moi, par exemple, j'avais la chance de déjeuner très régulièrement avec lui, et donc on discutait de façon assez véhémente, parce que j'étais critique théâtre, donc lui aussi, donc on avait souvent des discussions sur Planchon ou d'autres qui étaient assez véhémentes, mais il était vraiment dans le partage, la transmission, voilà, et voilà, il prenait soin vraiment d'Oviette, enfin je pense tous ceux qui ont écrit sur l'art ou le théâtre ont eu le privilège d'être accompagnés par Jean-Jacques. Et quand tu parles de lutte contre le conservatisme, nous, c'est quelque chose aussi qu'on a vécu à travers l'exemple des Subsistances, ce projet qui était porté par l'adjoint à la culture, Denis Troux, adjoint de Raymond Barre. Bon, Raymond Barre était quand même assez conservateur, c'est le moins qu'on puisse dire. Et Raymond Barre Denis Troux a dû vraiment mener bataille pour que les Subsistances voient le jour. Il y avait des projets concurrents de grands hôtels de luxe, voilà, ce type de projet immobilier, voilà, dans les cartons. Et nous, je crois qu'on a à Lyon Capitale, mais sans doute aussi relayé par d'autres médias, on a quand même beaucoup mis en lumière ce projet en disant que ça serait formidable à Lyon, voilà. Pardon ? J'ai pas compris. Non, il y a un téléphone qui... Ah, ok, pardon, excusez-moi. Denis Troux, quand il rapporte, en fait, quand il revient sur on est en plus aux Subsistances, sur l'origine du projet, il explique qu'effectivement, quand il finit par convaincre Raymond Barre lui dit: vous pourrez dire à vos amis de Lyon Capitale que je ne suis pas aussi ringard. Mais parce que nous, on avait vraiment mené bataille. Et il y a encore toujours, je crois, ici et là, c'est normal, des petits mouvements de conservateurs contre lesquels il faut batailler. Le deuxième point, c'est sur effectivement la lutte contre le parisianisme. Si Lyon Capitale s'appelle Lyon Capitale, c'est pas pour rien. On a cherché beaucoup un titre à notre hebdomadaire. Et on a été assez amusés par cette capacité qu'avait Lyon à s'auto-proclamer capitale de 1000 choses. Voilà, capitale de la gastronomie, capitale des Gaules, enfin ça c'est assez classique. Mais un jour on a vu en une du Progrès Lyon capitale du genou, et là on s'est dit on tient notre titre. Mais parce que ça touche quelque chose de très vrai, d'une relation entre Lyon et Paris qui est quand même très contrariée. Et pour moi ça remonte déjà même à 1793. Lyon n'est plus, la Convention décrète que Lyon n'existe plus, que le nom de Lyon est supprimé des listes des villes de France, ce qui est d'une violence inouïe. Et donc, il y a quelque chose quand même d'assez fort dans ce rapport entre Lyon et Paris. Et on a toujours eu, effectivement, je trouve, nous, on a eu à cœur aussi de défendre et oui, il y avait une vie culturelle en dehors de Lyon. Et moi, je me souviens régulièrement d'épisodes un peu humiliants.
En dehors de Paris, pardon. Alors, je me souviens toujours régulièrement d'épisodes un peu humiliants où au moment du vernissage d'une biennale d'art contemporain, je sais pas, le ministère de la Culture sort une triennale à Paris de son chapeau, mais on se dit mais pourquoi en fait, alors que la biennale française c'est quand même Lyon. Des visites ministérielles totalement rocambolesques. Je me souviens d'Ayagon qui était arrivé sans prévenir la veille enfin bref, il y a toujours eu des trucs un peu rocambolesques. J'essaie de trouver des points d'accroche sur l'art contemporain. Et puis voilà, je voulais revenir là-dessus parce que le combat politique, en fait, je pense que il méritait d'être poursuivi. En fait, après Desroudils et Léran qui sont d'illustres modèles, et il mérite d'être poursuivi. Voilà, je veux pas être plus longue. Ta question, tu peux me rappeler? C'était l'écriture. Oui, un peu sur qu'est-ce que vous accordez comme place à l'écriture sur l'art, parce que là ce que je vois c'est qu'Anne-Caroline a beaucoup orienté sur la dimension politique, c'est-à-dire ce que ça peut faire, enfin en réalité ce que ça peut produire comme effet en termes politiques, d'avoir cette tribune-là, et peut-être tous les deux c'est un peu différent votre lien à l'écriture, donc peut-être expliciter. Moi, je voulais juste peut-être dire dans un journal généraliste, comme ce qui était hyper important quand on écrit sur l'art, et pour moi c'est le sens, c'est une partie du sens de la critique, c'est vraiment d'aider à la compréhension des œuvres, des artistes, des parcours d'artistes. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir des journalistes comme Nelly Gabriel à Lyon-Figaro, Oviette, qui est passée par plein de journaux, qui aussi accompagnent des parcours d'artistes et qui puissent aussi, même pour les artistes, je pense que c'est important d'avoir ce regard. Et nous, c'était vraiment de la vocation des pages, des critiques, c'était vraiment entrer dans la compréhension des œuvres et faire ce travail de vulgarisation, peut-être de prescription, c'est-à-dire tout simplement d'encourager les gens à aller voir et rencontrer ces artistes ou ces œuvres. Donc effectivement, avec Hippocampe, c'est un exemple très différent, puisque c'est un journal, je vais parler peut-être que du journal pour le moment, qui était plus sur l'actualité, déjà qui paraît donc une fois par mois, tous les 2 mois, qui réunit des plumes extrêmement variées, sur des sujets littéraires, artistiques, pouvant aller aussi du côté des sciences humaines, sciences sociales. Donc la partie artistique, elle représentait pas la plus large partie du journal. C'était un journal de 16 à 32 pages en fonction des numéros. Et on se positionne plutôt comme vraiment de la critique d'art plus que du journalisme, en sachant que c'est aussi un titre qui était fait qu'avec des bénévoles, des contributeurs qui avaient d'autres activités. C'est comme une particularité par rapport à toi, Anne-Caroline, où vous étiez tous professionnels réellement, et vous en viviez. Là, c'était une activité souvent pour les contributeurs qui était un peu périphérique, complémentaire, et qui induit sans doute aussi un type d'écriture un peu différent. Il y avait absolument pas d'enjeu, justement, d'enjeu politique on pouvait un peu faire ce qu'on voulait. Il pouvait y avoir des auteurs même un peu curieux. Par rapport il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur la place de Lyon, la relation avec la capitale. Moi, il se trouve que j'étais à Lyon, j'ai monté ce journal parce que j'avais envie de partager des idées, de faire se rencontrer des auteurs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me tenait à cœur, parce que j'écrivais pas mal d'articles, mais surtout, je tenais à ce côté coordinateur, d'aller commander des textes à une multitude de contributeurs, et puis de les agencer, de les mettre en relation, ces articles, de penser un chemin de fer. Ça, c'est des choses qui m'ont vraiment passionné, pour raconter quelque chose aussi au fil du numéro, et pas seulement article par article, de manière découpée. Et oui, donc en étant à Lyon, moi j'ai eu beaucoup de relations avec des Parisiens assez rapidement, mais aussi j'ai un petit tropisme suisse, donc avec beaucoup de jeunes voix, de gens de Lausanne aussi. Et du coup, on avait une position un peu particulière, en accueillant beaucoup de contributions qui viennent d'ailleurs. On pouvait évoquer quand même peut-être un peu plus fortement des expositions ou des publications qui émergeaient sur le territoire rhône-alpin, mais c'était pas du tout exclusif, au contraire. On pouvait rendre compte d'expos en Suisse. Donc voilà, on était sur un territoire d'ailleurs qui est pas assez travaillé, il me semble. La tension entre l'Auvergne-Rhône-Alpes et la Suisse, et la Suisse romande en tout cas, on se regarde un peu de loin, il se passe
pas énormément de choses quand même. Et sur le plan purement éditorial, c'est très rare que des médias s'intéressent comme ça à des productions en région et dans un autre pays. Et je sais pas si par rapport à l'école d'art, par exemple, il y a des dynamiques un peu plus fortes dans ces territoires, mais donc moi, c'est vrai que j'ai observé de loin ce que tu as décrit, Anne-Caroline, mais j'ai jamais été confronté à ce complexe, soit de ce qui peut se passer à Paris, qu'à Lyon on n'a pas les mêmes moyens, on se sent un peu diminué. Enfin, j'ai fait les choses un peu dans mon coin, je dois dire, au départ. Puis petit à petit, l'équipe s'est agrandie par cercles concentriques. Et alors après, c'était une petite diffusion, hein, c'était entre 5 et 700 exemplaires. Plutôt une diffusion en librairie, dans des librairies un peu choisies, un peu particulières. On s'adresse quand même avant tout à des gens qui s'intéressent déjà au milieu culturel, donc c'est bien différent d'un média plus généraliste. Après, le problème, c'est d'avoir les moyens de diffusion, les moyens à terme de rémunérer les équipes pour pouvoir poursuivre. Et j'ai assez rapidement dû abandonner parce que à un moment, c'est un peu stérile on se fait plaisir soi, mais l'intérêt, c'est quand même de diffuser auprès de cercles qui sont éloignés des préoccupations qu'on développe. Si c'est juste de prêcher des convaincus ou de créer des discussions internes dans le milieu de l'art, alors c'est déjà une bonne chose, mais à mon avis, ça ne suffit pas. Et surtout qu'on est dans une époque de plus en plus où tout est très polarisé. Il y a des groupes culturels qui sont de plus en plus opposés et qui ont du mal à dialoguer. Et donc voilà, c'est pour ça qu'à un moment donné, j'ai dû aussi arrêter, et c'est un peu un échec, hein, quelque part, parce qu'il faut avoir des moyens vraiment importants pour peut-être viser un niveau supérieur et tenter d'aller vers des publics qui ne sont pas prioritairement intéressés par ce type de publication. Je rajoute juste une petite chose parce qu'il se trouve que j'étais dans l'aventure d'Hippocampe aussi et que j'étais la diffuseuse Paris, donc dans le métro, quoi. J'allais dans les librairies pour le déposer. Et bien que toi, tu ne l'aies pas ressenti, moi, plusieurs fois, on m'a dit « Ah, mais vous êtes la presse régionale ». Et je sentais que... Voilà. Et plein de fois, dans des voyages presse, on m'a dit « Hippocampe, on vous met avec la presse régionale ». Et je sentais que tout le mépris... moi, j'allais voir des expos. Enfin, je veux dire, je m'en fichais en fait du voyage de presse, mais la façon dont on s'adressait à moi était très étrange. C'est-à-dire que quand je disais Hippocampe, on me disait ah oui Hippocampe. Je disais c'est un journal d'art, c'est très bien. Et c'est où? Ben, c'est un journal lyonnais. Ah ben vous auriez dû le dire plus tôt. Voilà. Donc ça j'avoue, je savais pas du tout. Et c'est quelque chose qui m'a saisi. Je t'avais préservé à l'époque. Je t'avais rien dit. Mais et il faut préciser d'ailleurs que souvent, longtemps, il y a eu on séparait la presse régionale de la presse nationale. Je sais pas si c'était toujours le cas. Ouais, même sur il y avait un traitement un peu même différent. sur le terrain de Lyon. Hein. Pour les vernissages, pour les visites presse, il y a toujours un double traitement. Oui, toujours. Bon, ok, ça n'a pas changé. Même sur Lyon. Je sais plus si la question doit concerner notre parcours personnel, enfin notre approche personnelle. Ah, ok. Moi, ça va sembler peut-être très vaporeux, mais j'ai un rapport à l'activité d'écriture comme à mon activité en général. Hein. C'est-à-dire, comme tu le dis, Anne-Caroline, on n'écrit pas forcément sur, mais on écrit avec. Hein. Et j'ai beaucoup de mal à distinguer mon activité de porteuse de projet avec des artistes pour une structure, avec des publics. Avec des artistes par l'écriture, ou des étudiants par l'enseignement, j'ai beaucoup de mal à distinguer toutes ces sphères. Et l'activité avec 04 a été une activité parmi d'autres. Voilà, je suis pas dépositaire de cet ouvrage, enfin cette revue qui a été l'aventure de plusieurs personnes. Et la chose qui me paraissait importante, on en a parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises depuis le début de cette journée, c'est les interlocuteurs et les interlocutrices qui sont importants pour les projets. Et 04 est vraiment né de ça. Des interlocutrices et interlocuteurs autant dans
les acteurs et les actrices des lieux d'art, des écoles, que des personnalités voilà, qui sont plus politiques. Je pense notamment à Isabelle Arnaud-Descours, qui a été quelqu'un de très, très, très important dans la naissance de 04, et pas seulement, qui était une vraie écoute, une vraie oreille pour les structures d'art contemporain. Et c'est vrai que moi, mon rapport, en tous les cas, pour venir à ça, à l'écriture, il était pas du tout spécifiquement lyonnais, mais il était plus un intérêt pour l'écriture dans une activité et une vivacité. Moi, j'ai été nourrie toutes mes années d'étudiante par la presse, par une presse qui était plutôt vivace. Voilà, je repense à des articles d'Éric Troncy, qui était assez mordant et qui était assez stimulant, et ce qui faisait partie de cette vivacité, de cette scène dans les années 90, 2000. Et moi, j'ai été complètement nourrie de ça, d'une pensée assez vive. Et quand je suis arrivée à Lyon, moi, courant des années 2000, j'étais pas du tout attachée particulièrement à une scène lyonnaise. Je l'ai découverte avec, d'un côté, une scène très ancrée historiquement, on sentait à Lyon, et puis une vivacité plus transversale, qui avait des perspectives beaucoup plus larges qu'une scène purement lyonnaise. C'est aussi celle des lieux de formation comme les écoles d'art et les lieux comme la BF15, la salle de bain. Voilà, donc c'est une émulation qui dépassait largement l'enceinte lyonnaise. Donc voilà, moi, il n'y a pas vraiment de perspective lyonnaise, sachant qu'en plus 04 était une revue qui abordait l'actualité des artistes, des lieux, sur la scène régionale, parce que l'impulsion est une impulsion aussi d'ordre régional. Et pour rebondir sur ce que tu disais, avec quand même les franges Italie, Genève, Suisse, voilà. Et l'idée, c'était de manifester tout ce qui se passait sur cette scène. Mais la revue existait avant que j'arrive. J'en ai repris les rênes, en voulant impulser peut-être d'autres choses. Mais c'est vrai que la question des dynamiques qui avaient lieu à ce moment-là était très importante. Dans les années 2000, il y a eu ces assises autour de l'art contemporain. Alors j'ai vraiment toujours un doute entre 2006 et 2007. 6, 7. Et 04, l'impulsion de 04 est née de là, de même que le renforcement du soutien à l'ADERA, à différents dispositifs de soutien, voilà. Et l'idée était qu'il y avait effectivement, il y avait beaucoup de structures, il y avait une émulation sur le territoire, mais peu d'outils critiques et peu de retours, en tous les cas, de textes et de visibilité et de lisibilité de ce qui se passait sur le territoire. Et donc, pour revenir à l'histoire, pour préciser les choses tout de suite, l'impulsion est née d'abord d'acteurs lyonnais, dont Yves Robert, Nathalie Arginaud, Olivier Vadreau. Et l'idée a été de s'associer à Patrice Joly, à 02, parce que l'histoire de 02 était aussi une histoire de déplacement. Voilà, Patrice avait été aussi fondateur d'une revue parisienne et avait commencé ce déplacement avec la particule 02. Nantes, oui, sur Nantes, bah oui, 02. Voilà, en déplaçant un peu le curseur sur la province. Et donc ça paraissait aussi logique d'avoir toute son expertise et aussi un vivier de plumes pour cette revue. Et donc l'équipe de rédacteurs s'est constituée entre des personnes issus du territoire lyonnais et puis du territoire régional, et puis des personnes qui pouvaient venir de Paris ou d'ailleurs. Voilà, donc ça élargissait. Voilà, on n'était pas dans une problématique purement lyonnaise, on était dans une problématique régionale et au-delà. Voilà.
Donc pour resituer. Non, Voilà. mais c'est juste que je voulais juste resituer le fait que c'est vrai que quand Patrice Joly pense 02, il imagine qu'il y aura aussi un 03, un 05, évidemment pas de 01 comme on peut l'imaginer. Ça existait avant. Voilà. Mais enfin, en tout cas, que ça puisse se diffuser dans toutes les zones de la France qui ne sont pas Paris, en fait. Ouais. Parce que 05, il y a une revue qui était une préfiguration de 05 qui a existé dans la zone sud-ouest. Superstition, qui a pas duré très longtemps, mais c'était vraiment la perspective de Joly qui était de. Après, il y avait d'autres Pouvoir, revues. ouais. Il y avait d'autres revues. Il y avait Offshore aussi dans le sud. Enfin voilà, il y a d'autres revues comme ça. C'était aussi Enfin, ça correspond aussi à une époque qui veut qu'on on connecte les choses qui se passent sur un territoire avec les acteurs du territoire. Enfin, un peu connectiviste, quoi. C'est l'ère du projet. On était complètement là-dedans. Maintenant, on est dans une ère beaucoup plus atomisée. Mais c'était. Je crois qu'on aime encore les projets. Oui. Mais alors justement, ça me permet de rebondir un peu par rapport à ce que tu dis sur Offshore ou sur d'autres revues qui sont en l'occurrence sur la région sud-est aussi. Je me demandais si vous pouviez expliciter aussi, ça a du sens, de quelle revue ou de quel support passé vous avez pu être influencé, ou au contraire le désir de se démarquer lorsqu'il a été question de créer vos propres vues ou de penser une rubrique dans Lyon Capitale. Voilà. Alors, quand on a créé Lyon Capitale, on a eu la chance parce qu'aucun de nous n'était lyonnais. On s'est dit, l'aventure est partie d'un fanzine culturel quand même, puisqu'on s'est rencontrés sur Côté Seine et on écrivait tous sur la culture. Et on a eu envie de lancer un hebdomadaire pour aller sur le terrain politique, social, etc. au niveau local. Et on s'est dit, en fait, on veut créer le journal qu'on aimerait lire. Enfin, c'est un peu bête, mais c'est ce qu'on a fait. Et donc, qui avait aussi, je pense, qui était assez impertinent, un peu insolent. C'est-à-dire qu'on se fichait un peu du concert. Enfin, voilà, on n'avait pas peur parfois de mettre les pieds dans le plat. Et alors, moi, sur le plan culturel, moi, j'ai été vraiment biberonnée à Actuel ou à des revues de ce type-là. Donc c'était plutôt ce côté à l'école biseau un peu. Donc c'est un petit peu ce qui m'animait. Et moi surtout j'avais envie qu'on aborde le sujet culturel comme d'autres, c'est-à-dire sous l'angle évidemment de la critique, mais aussi du reportage, de l'enquête. Beaucoup l'enquête aussi, parce qu'on a mené aussi on a des investigations aussi sur la façon dont étaient gérés certains lieux, je me souviens des Célestins, qui était quand même une histoire incroyable, où les places se transmettaient, les abonnements se transmettaient par héritage. C'était quand même un bastion de conservatisme absolument dingue. Et quand Claudia Stavisky est arrivée, il y a eu la nuit du 4 août, l'abolition des privilèges. Elle a supprimé ce droit de transmission Lyon, c'était ça quand même, donc il y avait vraiment la culture était un terrain d'investigation aussi, et puis un endroit où se disaient beaucoup de choses que je trouvais assez intéressantes, puisque quand on est un journal local, on s'intéresse en fait et à la fois aux personnes qui vivent là, à la géographie de cette ville, aux différentes forces en présence, à son histoire, etc. Et ça racontait beaucoup de choses. Donc moi, c'était plutôt cette approche-là, et encore une fois une dimension aussi très politique, un peu comme le disait Jean-Jacques Léran, essayer de contribuer en fait, puisque nous on a été un peu les capteurs de notre époque. On se faisait l'écho de toutes les initiatives, toutes les galeries qui ouvraient, par exemple, on allait à leur rencontre, on tirait le portrait de celui qui était ou celle qui était à l'initiative de la création, et on ouvrait nos colonnes et on faisait l'écho, et c'est ce qui nous a porté, parce qu'en fait, ça a été un moment d'une grande effervescence culturelle, au mi-temps des années 90 jusqu'à 2005. Enfin, ça a été une décennie quand même que j'ai trouvé assez riche d'initiatives. Donc nous, on l'entendait aussi, notre rôle comme celui-ci, c'est de valoriser en fait de les mettre en lumière, avec une attention. On est quand même dans une ville qui a un profil très institutionnel.
qui est une ville d'une grande richesse d'institutions. Moi, j'ai été frappée quand Lyon a été candidate au titre de capitale européenne de la culture. Il y a un expert anglais qui était venu analyser un peu le dossier de candidature de Lyon, et il avait eu ce diagnostic sans appel: too fat. Voilà. Et c'est vrai que un orchestre national, enfin l'orchestre, l'auditorium, l'opéra, le théâtre des Célestins, enfin il y avait quand même un socle d'institutions qui est inouï pour une ville de 450 000 habitants quand même. Enfin, c'est pour ça qu'on s'est battu pour les subsistances. On savait que ça pouvait devenir une nouvelle institution, mais c'était quand même au départ un lieu pour accueillir la jeune création et ouvrir à l'expérimentation, etc. Donc il y avait quand même cette bataille à mener à Lyon, et c'est un peu ce qui nous animait. Voilà, mais ma référence c'était Actuel. Bon, c'est des références un peu étranges, mais à un moment, je vous ai dit, quand j'étais en Suisse pour travailler sur des projets d'expo, je me suis beaucoup penché sur des publications d'Albert Skira, célèbre éditeur d'art, qui dans les années 30 avait monté une revue qui s'appelait Minotaure. Alors, il ne s'agit pas de dire que Hippocampe ressemble point pour point à Minotaure, mais disons que ça m'a permis de rentrer dans ce milieu des revues des années 30, de comprendre comment on fabrique un numéro, comment on met en relation des contributions. Il y a ce côté très pluridisciplinaire dans Minotaure. Alors, c'était un peu la revue qui s'est devenue la revue des surréalistes, qui est publiée de 33 à 36, je crois, comme ça de mémoire. Une revue assez luxueuse. Alors ça, c'est pas ce que j'ai voulu vraiment retenir, mais plutôt le passage entre les disciplines, entre des modes d'écriture aussi très très variés, que justement que ce soit pas que de la pure critique, qu'il y ait aussi des textes de création qui soient mêlés à l'analyse. Et puis il y a une autre revue exactement de la même époque, de 29-30, la revue Document, qui m'a... En tout cas, c'est des choses que j'ai beaucoup regardé, beaucoup étudié à un moment, et qui m'ont aidé un peu à structurer mon projet, même si j'ai pu m'en détacher. Et ne pas reproduire un document dans les années 2000, ça n'aurait pas de sens d'ailleurs. Voilà. Et simplement, il y a une question qui me semble importante aussi, c'est le rapport à la temporalité dans la critique d'art. Parce qu'on peut écrire sur l'art ça c'est plutôt dans les quotidiens, dans les médias qui paraissent très régulièrement, pour rendre compte simplement d'une actualité. Il peut y avoir un côté aussi promotionnel, et malheureusement c'est de plus en plus ça. La critique devient vraiment un outil un peu formaté quand même pour inviter les gens à aller voir une expo, pour inviter les gens à se procurer un livre, et parfois ça ne va pas forcément beaucoup plus loin. Et puis il peut y avoir de la critique plus longue, plus approfondie, parfois qui est publiée d'ailleurs après l'événement. Et d'ailleurs je crois que dans 04 c'était un peu le principe de publier les contributions bien après l'expo, donc il s'agissait pas d'envoyer les gens vers l'expo, mais plus de créer aussi des archives, une mémoire de la vie artistique d'un territoire. Et c'est un petit peu ce qu'on a voulu faire aussi en ayant à la fois une revue semestrielle et un journal un peu plus réactif. Le journal effectivement rendait plus compte et tentait, avec nos modestes moyens, de nourrir un petit peu le débat autour d'un projet qu'on pouvait voir encore, qui pouvait durer 3 mois. Le journal sortait quand on était encore en mesure de visiter l'expo. Et la revue, au contraire, pouvait revenir sur des sujets plus anciens, faire des focus sur des artistes contemporains, mais en prenant le temps, hors actualité, sans leur demander de créer un portfolio, faire un entretien en longueur, sans qu'il y ait forcément une expo à ce moment-là. Donc il y a vraiment 2 régimes d'écriture différents aussi en fonction des types de supports. Moi, j'en ai un peu parlé tout à l'heure de ce qui pouvait cette vivacité de la presse artistique dans les années 90, 2000, certaines plumes, mais aussi des revues comme des revues thématiques comme Parachute, qui était une revue incroyable, vraiment avec des textes très approfondis, thématiques, et qui restent des archives très très importantes. Mais juste pour rebondir et avancer, je pense que ce qui nous motivait, parce que il y a une chose importante à comprendre par rapport à 04, c'est que 04 est porté par des acteurs et des actrices désireux de faire comprendre et de donner une dimension critique et donner du volume, en tous les cas sémantique, à ce qui se passait sur le territoire. Mais c'était aussi un projet qui a été porté dans une volonté politique.
par la région Aura et par cette volonté de donner aussi une lisibilité, une visibilité à ce qui se passait sur le territoire. Donc l'objet 04 était un peu complexe aussi à cause de ça. C'est-à-dire qu'on était des rédacteurs et des rédactrices qui étaient animés par ce rôle de l'écriture et aussi qui gardaient en tête ce rôle de lisibilité et de visibilité. Ce qui pouvait glisser d'un côté ou d'un autre. Voilà, il fallait trouver un certain équilibre. Et c'est aussi, pour raconter l'histoire, ce qui a contribué, cette dimension très politique et du soutien qui était politique. 04 était essentiellement financé, pas essentiellement, à moitié financé par la région. Et le reste était financé par une sorte de comité de partenaires dans lequel il y avait les écoles, des structures comme l'Institut d'art contemporain, le musée, la Fondation Bullutian, et puis des contributions d'encarts publicitaires, qu'il fallait aller chercher. Mais cette dimension politique qui était un peu de laquelle dépendait la revue a été aussi je dirais, a été motrice de sa naissance, mais aussi de sa disparition. Parce que quand l'enjeu de visibilité a été plus grand, c'est là où ça a commencé un peu à changer. Voilà. Quand la revue, quand on vous demande d'axer énormément sur la visibilité, la lisibilité, qu'on vous demande de faire des comptes rendus qui remplissent des pages, des comptes rendus de 1500 signes avec des images, pour reprendre le terme qui m'a été annoncé, de vignette Panini. Là, on commence à sentir que c'est voilà. Et il commence à y avoir une sorte de hiatus entre ce qui motive les rédacteurs et des enjeux qui changent. Voilà, c'est plus le même. Et donc pour moi, l'un des enjeux de 04, c'était parce que j'avais toujours ce souci aussi, parce que je travaille dans un lieu d'art contemporain et que la visibilité, la lisibilité de ce que on fait est important, et que la question des publics me préoccupe énormément, m'occupe beaucoup. La question était pour moi de donner une vivacité un peu plus fréquente, pour revenir à cette question de la fréquence, à l'actualité en région. Et donc l'idée, c'était de rentrer dans un portage aussi numérique de cette revue, de garder l'objet qui était diffusé. J'avais énormément développé aussi la diffusion et la connexion que pouvait être cet objet en étant présent à Artissima à Turin, à Art Paris, et en créant des moments de rencontre. Voilà, on a aussi créé par exemple un colloque sur l'art dans l'espace public pendant la Biennale du Design à la Cité du Design, avec l'école de Saint-Étienne. Voilà, l'idée, c'était pour moi que ça devienne un organe de connexion, et que on soit dans un ancrage vraiment dans l'actualité sur le territoire. Et l'aspect numérique était pour moi important pour casser cette lenteur peut-être qui était, on était semestriel, et c'est vrai qu'on peut avoir cette fonction d'archive déjà, pour que la revue ait une présence numérique et que l'archive existe, mais aussi qu'il y a un aspect numérique qui permette d'être plus réactif à l'actualité. Donc 04 a mené une étude autour d'une plateforme numérique art contemporain en région. L'une des hypothèses était qu'on passe en tout numérique, l'autre en gardant l'organe print, qui était important. Et évidemment, la première solution a été optée. On a opté plutôt pour la première solution. La région a plutôt opté pour celle-ci, ce qui a donné naissance à Accra. Donc il y a eu une sorte de transfert totalement, sachant qu'Accra est avant tout un calendrier en ligne, qui a d'autres fonctions désormais, plus autour de la formation, mais qui n'est pas le projet initial de 04. Donc tout a été transféré, et pour ma part, je n'ai pas voulu poursuivre l'aventure. Voilà.
c'est sûr, c'est notre réjouissante que. Non, mais pas pour dire, pour dire ce qui engage un rédacteur et une autrice aujourd'hui, pour dire assez simplement que quand un organe devient un instrument, les choses changent. Voilà. Et aussi, enfin, pour aller dans ton sens, la place accordée à l'écriture critique, elle est parfois très compliquée aussi à expliciter en termes de lien à nos tutelles, qui ne voient pas l'intérêt. Ah bah oui. Et évidemment, l'utilité. Il faut que ce soit utile et que ce soit, je sais pas, dynamique, proactif, etc. Or, l'écriture critique ne fait pas ça. Non, et justement, elle, comme tu dis, enfin, ou comme vous disiez, elle produit de l'archive, elle réfléchit à la dimension politique, elle modifie les politiques, elle peut modifier les politiques culturelles. Elle n'est pas que sur des axes de visibilité. Voilà, c'est ça. Elle est sur la question de la lisibilité, mais c'est beaucoup moins valorisé, on va dire, ces derniers temps. Donc peut-être, comme l'heure avance, peut-être on peut passer aux questions, parce que tout le monde veut un petit café, un verre d'eau et faire pipi. Alors voilà. Oui, Ça marche. C'est bon? Oui. Non, là, okay. Oui, je voulais m'adresser un peu plus à Guilherme, mais aussi à tout le monde, c'est-à-dire que avec Sylviane Latuilière, ici présente au MAC Lyon, nous avons eu la joie d'accueillir plusieurs éditions du Festival Livraison que tu as initié avec ton équipe minuscule, qui était encore une autre aventure associative qui visait juste à défendre les revues, à les faire connaître sous la forme d'un week-end éclaté un peu dans la ville. Et ce que je voulais dire, c'est que à partir de Livraison, le souvenir qui nous en reste, enfin en tout cas je parle en mon nom, c'est que nous avons pu te proposer une série de programmes qui étaient une vision extrêmement dilatée de la revue, qui était davantage l'idée de comment ça se passe si on veut inviter une revue. Alors on avait bien entendu la classique présentation conférencière, mais qui n'était pas suffisante ou entièrement satisfaisante. Et je voulais revenir sur cette expérience merveilleuse dans laquelle on avait avec votre support, inviter des artistes encore étudiants ici à l'école à faire des performances autour de la question de l'écriture ou du langage sur l'art. On avait aussi fait un vrai débat politique avec la revue Le Crieur, qui était adossée à Mediapart. À l'époque, on a vu également, on avait fait des ateliers de fabrication de revues, et on avait aussi fait une séance avec Arte Radio, qui est une autre manière de parler de ce que c'est que le commentaire artistique ou la création aussi en direct. Voilà, et peut-être que cet aspect-là, toi aussi tu en gardes un grand souvenir. Quels étaient tes objectifs peut-être Bon, tu as super bien résumé, j'ai pas grand-chose à ajouter. Mais c'est vrai que la diversité des formes, encore une fois, nous importait, et tu les as bien décrites. Parce qu'une revue, c'est pas forcément que un fascicule relié avec un certain nombre de pages, mais ça peut prendre là, effectivement, Arte Radio, c'est une forme de revue, alors sonore. Bah, j'en garde un très bon souvenir. Malheureusement, on n'a pas pu poursuivre toujours des questions de public. Moi, je déteste faire des choses et voir toujours les mêmes têtes et ne pas réussir à ouvrir le public plus largement. Du coup, je suis prêt à jeter le projet, à arrêter et à passer à un autre. J'ai un peu cette tendance parce que je n'aime pas prêcher que des convaincus sans arrêt. C'est sympathique à un moment, et toute ma question que j'ai pas encore résolue, c'est comment on fait pour aller chercher des publics qui sont pas... Par exemple, là, l'idée de Livraison au départ, donc on a tenu 4-5 ans, je crois, c'était d'aller en direction de publics qui ne connaissent pas les revues, qui n'en lisent pas, qui ne savent pas ce que c'est, et d'essayer de les familiariser, de leur montrer que c'était un creuset de création, de débat, qu'on pouvait y trouver des informations qu'on ne trouve pas dans un livre ou dans d'autres supports audiovisuels ou numériques. Et ça a un tout petit peu fonctionné, mais pas suffisamment, et je n'ai pas les outils pour aller plus loin.
Donc Si je peux aller dans votre sens, j'ai trouvé la livraison géniale. Enfin, vraiment, c'était une manifestation hyper intéressante. On a essayé, on s'est vu plusieurs fois. Maintenant, je travaille chez Artifarty, donc qui porte notamment Nuit Sonore, mais qui a aussi un incubateur de médias et qui coordonne un réseau de structures culturelles et médias indépendants dans lequel il y a beaucoup de revues, en fait, de fanzines, y compris culturelles, partout en Europe. Et on a essayé de se dire, est-ce qu'on peut pas s'unir? Il y avait aussi peut-être l'école de l'Anthropocène à ce moment-là, de Michel Lussot dans la boucle. Et puis, je crois que c'est le Covid qui a balayé tout ça. Autant que je me souvienne, parce qu'on s'est arrivé au mauvais moment. Mais en tout cas, nous, on partageait effectivement le fait que c'était un vrai vivier en fait, et que dans les revues, c'est là qu'on trouve l'effervescence, enfin même intellectuelle en fait, pour repenser les choses. Mais je pense à toutes ces revues nous qu'on accompagne à l'échelle européenne, qu'on qualifie de post-capitalisme, mais qui ouvrent un champ de réflexion extrêmement stimulant et nécessaire, je pense, pour repenser en fait tous les modèles. Mais peut-être qu'il faut reprendre les discussions. Une question, comment vous situez-vous dans ce paysage, l'ancienne revue de la MAPRA? Bloc-notes. Oui, note. Là, j'y ai pensé, c'est vrai qu'elle n'a pas été citée. C'était une revue de Lyon, Bloc-notes? Oui, la MAPRA. Pour moi, c'était plus Ah, d'accord. Ah oui, non, alors je confonds. Ok. D'accord. Je ne sais pas. Bon. Je me suis dit, il va bien y avoir quelqu'un qui me colle sur un truc que j'ai pas trouvé. Bah voilà, Monsieur Snyders. Mais alors pour moi, le bloc-notes, c'était quand même un... Ça, c'est la réflexion encore pire. Pourtant, c'était connu. Oui, pour moi, c'était beaucoup. Enfin, il y avait la dimension agenda, il y avait la dimension aussi ressources pour les artistes qui partageaient des opportunités de résidence, de plein de choses en fait. Et c'était du coup à ce titre-là utile. Mais voilà. Et là, c'est la presse dont on parle. Faut que tu prends le micro peut-être. Alors, vous avez beaucoup évoqué tout à l'heure, c'était le sujet le passé. Anne-Caroline a un petit peu abordé il y a un instant l'actualité. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit état des lieux de l'écriture de l'art aujourd'hui? Alors moi je peux juste témoigner d'une chose. En 2008, quand j'ai quitté Lyon Capitale, j'ai bossé 5 ans à l'IB où je me suis profondément ennuyée, et notamment parce que la culture était une chasse gardée, c'était épouvantable. Donc par un groupe de journalistes parisiens qui voilà. Et puis j'ai constaté aussi qu'il y avait beaucoup en tout cas dans la presse généraliste ou culturelle nationale. Je pense que la crise économique fait que il y a une porosité qui n'est plus tellement assurée, je trouve, avec le service commercial. Enfin, j'ai par exemple été contactée, je vais le dire, c'est pas grave, par Libération qui lançait Sortir à Lyon. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait un brief que j'ai trouvé un peu douloureux. Télérama, pardon, j'ai dit quoi? Libération. Ah non, c'était Télérama. Bon, en me disant qu'il fallait écrire, fallait pas que ce soit chiant, fallait que ce soit drôle, etc. Mais c'est surtout, ils m'ont dit, ta capacité de choix sera très encadrée par le service commercial. Mais, alors, pour autant, Télérama est un super média au niveau national, mais quand ils font une démarche d'aller en région, c'est une démarche qui quand même est avant tout commerciale. Et je pense, et c'est le travers de beaucoup de nationaux qui, quand ils s'intéressent à la région, ils ont toujours cette approche qui est quand même voilà. Et après, il se trouve que là où je suis aujourd'hui, on a un incubateur de médias émergents depuis 6 ans. Donc on accompagne déjà lors des appels à candidature, on a entre 90 et 140 candidats chaque année. Donc ce qui nous donne une photographie un peu des projets médias aujourd'hui portés par des jeunes
enfin jeune journaliste au sens neuf. Mais et c'est vrai que moi je me questionne beaucoup sur qu'est-ce qu'est un média aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup de médias qui sont sur les réseaux sociaux. Il y a une grande confusion quand même avec toujours cette démarche commerciale. Par exemple, c'est pas grave, je le dis, mais Culturel Lyon avait candidaté à l'incubateur média, et c'est vrai qu'il y avait une confusion trop grande entre la démarche de mettre en valeur une initiative culturelle et celle de demander aux porteurs de projet de payer pour être visible sur le média, quoi. Et malheureusement, ça se passe quand même beaucoup comme ça. On a quand même des revues artistiques féministes. Je pense à Sensord, par exemple, qui maintenant ils sont installés en Saône-et-Loire. On a actuellement une revue qui s'appelle 7, qui fait travailler pas mal d'artistes, donc qui d'ailleurs publie des artistes, etc. Donc moi, j'essaye toujours d'être assez attentive à travers cet incubateur média aux initiatives qui peuvent voir le jour. Et de façon générale, il y a quand même la question artistique est peu présente, malheureusement. On a beaucoup de médias féministes, décolonialistes, écologistes, voilà, beaucoup de sujets de ce type, mais la question vraiment artistique est beaucoup moins présente. Moi, je voulais juste vous demander peut-être la partie des écrits d'art qui sont édités par les galeries d'art lyonnaises. Ça, j'ai l'impression que ça n'a pas été du tout traité. Je regarde William parce que les premiers cahiers de crimiers qu'on a lancés en 2010, on a fait une 40aine de publications. D'ailleurs, c'est William qui les avait écrits. J'ai trouvé ça dommage que vous n'avez pas abordé, on va dire, tous les écrits, catalogues d'expo écrits d'art qui sont édités par les galeries qui se trouvent à Lyon. Et qui parfois régulièrement sollicitent des critiques d'art du territoire. Voilà, non, c'était juste ça. C'est juste, François, c'est que il y a deux aspects. Il y a l'aspect de la critique, l'activité de critique, et puis l'activité. Là, Anne-Caroline parlait plus de la promotion. Presse. Oui, puis de la presse. Enfin voilà, il y a des personnes qui écrivent à la fois de façon plus journalistique, enfin voilà, dans des organes de presse, et puis ces mêmes personnes peuvent écrire dans des catalogues, enfin dans des textes, pour des textes, voilà, enfin c'est une activité où voilà qui. Mais je te rejoins assez sur parce que je suis dans un lieu, un espace d'art aussi. Le rapport à la presse, on a Olivier Vadron, on a parlé ce matin la façon dont on pouvait faire venir avant, maintenant, des journalistes parisiens dans nos lieux, ce qui devient de plus en plus compliqué, voire impossible. Enfin là, si ce n'est lorsqu'il y a un lien quelque part vaguement économique, voilà, un échange, voilà, parce que insertion, donc retour, enfin voilà, il y a une pression évidemment dans les organes de presse aujourd'hui dans cette dimension économique qui oriente beaucoup leurs choix. Voilà, c'est ce que tu nous as dit. Ensuite, nous, pour donner visibilité à ce qui se passe, il y a aussi une presse locale. Je pense aux petits bulletins, voilà, les gratuits, qui sont vraiment, qui eux touchent vraiment, enfin, pour reprendre un terme très projet, qui touche les publics et un public très très large. Voilà, et on a la chance à Lyon d'avoir des plumes plutôt très belles. On a cité Jean-Emmanuel Denave ce matin. Il y a Fabrizio qui est là depuis quelque temps aussi. Il y a Arcucci aussi qui a monté, voilà, qui est une ancienne rédactrice de 491 qui a monté à Nuguet. Voilà, il y a quand même des choses qui se passent. Et puis il y a la dimension aussi des numériques en fait, de tous les retours qu'on peut avoir par des blogs ou des réactions, voilà. Mais c'est vrai que tout s'est densifié, c'est écourté notamment aussi grâce à cause de cette dimension numérique. Voilà, maintenant on paye des voyages presse à des Instagrammeurs, à des influenceurs pour avoir une publication qui va donner visibilité et public, quoi, et retour de public. Donc on n'est pas dans la même. C'est pas de la critique d'art. C'est pas de la critique d'art, voilà. C'est une visibilité. Mais merci beaucoup à tous les quatre, toutes les quatre. Merci pour tout le travail de compilation.